Donc poursuivons donc immédiatement avec le second mouvement qui va débuter à la ligne 8, elle s'assied, je demeurerai debout, etc. Donc ce second mouvement débute par 3 phrases narratives qui donnent quelques détails sur la scène et l'attitude des deux personnages. Donc ces 3 phrases narratives qui vont jusqu'à que je n'ai pas la force d'achever. Je réfléchis. Non, enfin je fis un effort pour m'écrier douloureusement, etc. Même si la dernière phrase n'est pas complètement achevée puisqu'elle c'est simplement une proposition qui se termine par les 2 points. Mais en tout cas, on a ces éléments narratifs qui commencent ce deuxième mouvement. Donc ces éléments narratifs donnent quelques détails, comme j'ai noté, sur la scène et l'attitude des deux personnages. Donc on retrouve la dimension théâtrale du texte, avec l'impression qu'on a à nouveau des didascalies qui vont nous donner des informations sur les mouvements des personnages. Elle s'assit, le corps à demi tourné, on pourrait la mettre en scène ici, cette scène en fait. On peut également préciser, à propos de la symbolique de ses mouvements et de ses attitudes, que Manon s'assoit. Donc, malgré la pudeur, le retrait qu'elle affiche, elle s'installe, en fait, elle prend position dans les lieux, et symboliquement, donc, c'est une marque d'autorité, comme si elle prenait l'ascendant sur des grieux. Tout le long de la scène, elle va jouer la petite chose fragile, mais dans les faits, elle va s'imposer, en fait. Et s'asseoir, ici, c'est déjà s'imposer, puisqu'elle semble vouloir rester, ça marque une prise d'initiative de sa part. Desgrieux, lui, au contraire, reste debout, mais on nous précise qu'il est à demi tourné, comme s'il n'osait pas vraiment regarder Manon. Ça traduit une forme d'effort pour résister à son charme. Comme vous l'avez noté, voir Manon, et d'ailleurs on le voit dans l'ensemble du roman, tous les hommes qui voient Manon sont conquis, fondent, et voilà, ils sont vaincus, et perdent toute forme de force. Donc c'est comme s'il savait que regarder Manon, c'était déjà être perdu, parce qu'il allait être vaincu par son charme, vaincu par son regard, son air triste, son sourire, que sais-je. Mais en tout cas, il faut pas regarder Manon en face, il faut pas regarder le démon, sinon ça y est, on est pris. Pour l'instant, il essaye de résister et de garder ses distances vis-à-vis d'elle. En tout cas, Desgrieux, il est toujours agité, toujours aussi bouleversé. Il essaye de parler, mais il n'y parvient pas, avec cette précision. Je n'eus pas la force d'achever sa réponse, donc bouleversé au point de ne pas pouvoir s'exprimer. La suite donc marque le début du dialogue et justement, comme il est incapable de formuler une réponse, il va simplement s'abandonner à des exclamations perfide Manon, ah perfide, perfide, qui traduit justement, qui marque du moins le début de ce dialogue passionné entre les deux amants. Ce dialogue, on peut souligner qu'il est rapporté au discours direct, mais sans guillemets, comme dans l'ensemble de Manon Lescaut. Prévost ne met pas de guillemets lorsqu'il met en place un discours direct, mais il est présent avec les verbes de parole, hein, elle me répéta, repris-je, etc. Donc toutes ces marques qui traduisent un discours direct, qui permettent de donner de la vivacité à la scène. Après le discours indirect du premier mouvement, on passe au discours direct avec un échange un petit peu plus vif entre les personnages. Encore une fois, en tout cas, cet élément souligne la dimension théâtrale du texte. Et puis, pour poursuivre, on souligne la présence du registre pathétique dans ce dialogue. Registre pathétique qui est présent par l'utilisation du verbe écrier, donc aux lignes... alors, comme c'est pas les mêmes numéros de ligne, il faut que je retrouve. Voilà, la ligne 11, j'en avais 11, m'écriai-je encore. Et puis, vous avez le premier, pour m'écrier, la ligne 9, douloureusement. Donc ce terme d'écrier, d'ailleurs l'adverbe douloureusement qui l'accompagne relève du registre pathétique aussi, cette émotion très forte qui envahit Desgrieux. On note également l'apostrophe accusatrice, hein, excessive, perfide. Manon, ah perfide, perfide, qui est-ce qui parle comme ça? Personne. On est vraiment dans l'artificialité du registre pathétique ici. On a également de nombreuses hyperboles dans l'ensemble du passage qui vont mettre en jeu la vie et la mort, donc les sentiments des personnages sont tellement intenses qu'ils peuvent les conduire à la vie ou à la mort, ça aussi c'est pathétique. Et bien sûr, l'évocation encore des larmes, à la ligne 10, en pleurant à chaudes larmes. Et l'autre, il est... je sais plus... ailleurs, quoi. Enfin, vous avez chaudes larmes et pleurer, ça fait en tout cas déjà 2 éléments à la ligne 10 qui traduisent la présence de ces larmes et donc du pathétique. Donc, on a le registre pathétique plus le côté théâtral. On pourrait être à la fois dans le mélodrame, c'est-à-dire le mélodrame, c'est une sorte de drame un peu bourgeois qui met en scène des situations émouvantes, mais plus encore, on pourrait être dans l'univers de la tragédie. Les personnages n'ont pas la stature de personnages tragiques, qui normalement doivent être plutôt des rois, des princes ou des héros mythologiques, mais malgré tout, le contexte et la tonalité renvoient à l'univers de la tragédie, d'autant plus que, comme on l'avait évoqué, Manon Lescaut est influencé par l'esthétique de la tragédie racinienne dans la façon dont il va mettre en scène la faiblesse
des hommes face à l'amour, et c'est bel et bien ce qu'on a ici dans le texte. Donc le lien avec la tragédie peut être fait sur cette dimension. Sur le fond, donc, on note que le dialogue débute par une accusation, donc 3 fois l'adjectif perfide, qui reproche à Manon d'avoir trahi sa parole, de l'avoir trompé. Il révèle ainsi à quel point la trahison de Manon a provoqué une profonde blessure d'amour-propre en ce qui le concerne, une profonde blessure qui n'est pas encore guérie malgré ces 2 années de séparation. Manon répond en reconnaissant à nouveau ses torts, qu'elle présente comme inexcusables, avec la formule ici, donc c'est pas du discours direct, c'est du discours narrativisé, ça. Elle ne prétendait point justifier sa perfidie, donc ce qui lui permet à nouveau d'attendrir des grieux, puisqu'elle va reconnaître sa culpabilité, elle va pas aller au front, si on peut dire, au conflit sur ce thème-là, mais en même temps, comme vous l'avez noté, ça permet d'évacuer la question. Elle va pas avoir à développer, d'accord, j'ai été mauvaise, j'ai été perfide, on peut passer à autre chose maintenant. Donc ça évite d'avoir à revenir vraiment sur la question gênante ici. Et d'ailleurs, Desgrieux lui-même ne creuse pas la question. Il demande simplement à Manon ce qu'elle veut, pourquoi elle est venue, ce qu'on peut interpréter déjà comme une façon de lui céder, ce qui montre qu'il ne prend pas l'initiative ici. C'est lui qui laisse Manon guider l'entretien. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Mais sans véritablement imposer son sujet de conversation. C'est pas lui qui va dire, qui va faire des reproches prolongés à Manon. C'est lui qui la laisse guider l'entretien en lui demandant, lui posant une question, lui demandant pourquoi elle est là. Manon avoue alors le but de sa visite. Si on résume, elle aime toujours Desgrieux et elle souhaite le reconquérir. Du moins, elle dit qu'elle l'aime. Est-ce qu'elle est sincère ou non? C'est un mystère, comme toujours à propos de Manon. Je vous laisserai trancher sur la question. À nouveau, on voit qu'elle exprime sa demande dans une langue très pathétique et par laquelle elle continue à chercher à attirer la pitié. On va voir l'hyperbole ici, je prétends mourir, la métonymie du cœur pour désigner les sentiments. Je vous demande, voilà, si vous me rendez votre cœur. Donc cette représentation du cœur qu'on pourrait donner, sortir de sa poitrine pour l'offrir à la personne, va accentuer encore le côté pathétique et la dimension sentimentale de la scène ici. On a ensuite la structure en chiasme dans la phrase si vous ne me rendez mon cœur, votre cœur sans lequel il est impossible que je vive. On note que ces 2 propositions disent exactement la même chose. Si vous ne me rendez votre cœur, c'est une subordonnée circonstancielle hypothétique, et sans lequel il est impossible que je vive, celle-ci c'est une relative, mais il n'empêche que le chiasme, il est présent par, pour l'expliquer, je l'ai marqué sur les notes, mais vous avez mourir, qui va correspondre à impossible que je vive, et votre cœur, qui correspond à sans lequel, puisque lequel a pour antécédent votre cœur. Je vous rappelle, la structure en chiasme, c'est une structure A, B, B, A, dans la construction d'une phrase, ou d'une proposition. Donc, ce chiasme ici permet en tout cas, d'une part, de renforcer ce que dit Manon en le disant 2 fois plutôt qu'une seule, et d'autre part, de souligner à quel point le cœur, à savoir les sentiments de Desgrieux pour Manon, sont indispensables à sa vie. S'il l'aime pas, elle ne peut pas vivre. Ça, bien sûr, c'est pathétique, puisque dans les faits, c'est rare qu'on aime quelqu'un au point de ne pas pouvoir vivre sans lui. Surtout Manon, qui a pas l'air d'être quand même d'une grande fidélité. Voilà, j'en étais où? Voilà, tout simplement, à la réponse de Desgrieux. Donc Desgrieux qui lui répond dans une longue dernière phrase pour lui dire qu'il l'aime toujours lui aussi, et il le fait à nouveau sur le mode pathétique. Donc il reprend la métonymie du cœur à la ligne... car mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi, donc à la ligne 14. Aux lignes précédentes, il reprend l'hyperbole de la menace de mort, donc demande donc ma vie à 2 reprises pour faire comprendre que sa vie appartient à Manon. Donc elle a beau lui demander son cœur, ça sert à rien, puisque de toute façon sa vie lui appartient. Donc on est à nouveau dans le pathétique ici. Mais on peut préciser également qu'en avouant ses sentiments à Manon, Desgrieux le fait pas du tout sur un mode joyeux. C'est pas des retrouvailles, ah tu m'aimes, moi aussi je t'aime, ah qu'est-ce qu'on est content, on saute dans les bras. Non, il confesse cet amour, mais il le confesse comme une faute, avec énormément de culpabilité. On note qu'il parvient pas à s'empêcher de pleurer, ce qui est déjà un signe. Ça peut être de joie, mais bon, c'est pas certain quand même dans le contexte. Il continue à accuser Manon d'être infidèle, puisqu'il lui dit clairement... demande donc ma vie infidèle à la ligne 12, repris j'en verse moi-même des pleurs, là on a l'évocation des pleurs. Donc cet infidèle qui va souligner encore une fois le jugement négatif qu'il porte sur elle, comme s'il se reprochait d'aimer cette femme infidèle. Demande donc ma vie, de la même façon on peut y voir un aveu honteux de sa faiblesse,
par lequel il reconnaît lui-même qu'il est incapable de refuser quoi que ce soit à Manon. Il a conscience d'être, si on peut dire, d'être une lavette devant elle. Quoi qu'elle lui demande, il va lui donner. Il a bien conscience qu'il est incapable de dire non à quoi que ce soit. Même chose avec la dernière phrase. L'unique chose qu'il me reste à te sacrifier, aux lignes 13-14, avec en plus l'utilisation du verbe sacrifier, qui montre bien que l'attitude de Manon, enfin l'amour de Manon de Desgrieux pour Manon, c'est un long sacrifice. Il lui donne tout ce qu'il a. Il lui a donné son honneur, sa dignité, ses études. Et ben il va recommencer à faire la même chose. Il se sacrifie littéralement pour elle, mais il ne le fait pas avec gaieté de cœur. Il le fait en constatant sa propre faiblesse. Donc, comme je l'ai noté, Desgrieux avoue que son amour dure toujours, mais il le fait comme il avouerait une faute, une faiblesse, et en évoquant la ruine où il le conduit. Donc l'image ici d'un homme divisé, d'un homme faible, plus précisément, d'un homme qui voit qu'il va tomber et qu'il n'est pas capable de s'empêcher de tomber et qu'il le reconnaît avec fatalité et faiblesse. Donc cette fatalité qui, bien sûr, nous renvoie à nouveau à l'univers de la tragédie. Donc dans le second mouvement, Manon poursuit son travail de reconquête de Desgrieux. Elle y parvient en déployant un discours pathétique plein de sentiments auquel Desgrieux cède avec une faiblesse dont lui-même semble avoir honte. Et oui, l'abbé Prévost nous montre ainsi à quel point l'homme est faible face à la tentation. Par sa simple présence et quelques attitudes et paroles pitoyables, Manon a réussi à reconquérir Desgrieux. Donc on va voir ça dans la suite, dans le troisième mouvement, mais déjà pour faire un lien avec la problématique, avec le sens général de Manon, cette mise en scène de la faiblesse de l'homme face aux sentiments, même si on peut se poser la question si Desgrieux, si l'abbé Prévost veut nous inciter à fuir des personnes comme Manon, ou au contraire à céder à cette tentation si délicieuse que celle représentée par cette jeune femme ici. Voilà, donc on va passer maintenant au troisième mouvement.